La guerre éclate le 3 septembre 1914. Les armées de toutes les nations sonnent le branle-bas. Les charges de l'infanterie française sont stoppées par les mitrailleuses allemandes. L'Allemagne avance. L'armée française se replie en bon ordre. L'artillerie lourde et l'artillerie de campagne couvrent la retraite. Les états-majors ont besoin de renseignements, notamment pour désigner des cibles aux artilleurs ou faire mouvoir leurs troupes. Très vite, la cavalerie montre son incapacité à chercher ce renseignement en profondeur. L'artillerie utilise des ballons qui sont des cibles faciles pour l'ennemi. Cette guerre nouvelle, par de nombreux aspects, impose son rythme et la nécessité de trouver sans cesse de nouveaux moyens pour lutter contre l'avancée des troupes adverses. Les états-majors des deux camps vont donc faire appel à l'aviation, capable, elle, d'épauler l'artillerie dans de bonnes conditions. Tout reste à faire. La France aligne moins de 200 appareils, l'Allemagne 230. Fin 1914, le front se stabilise. Les missions de reconnaissance s'intensifient au profit de l'artillerie et de l'infanterie. Les ingénieurs de chaque nation travaillent sur de nouveaux moyens photographiques ou de transmission afin de faciliter la tâche des pilotes. Les avions de 1914 ne peuvent emporter que des charges très légères. Un vaste chantier se met en place pour pallier aux problèmes. Très vite, les premiers progrès conséquents permettent à l'aviation de quitter son rôle d'observateur et de participer au conflit, notamment avec les premiers bombardements. Les pilotes n'ont alors qu'un revolver de service comme armement, rendant le combat aérien extrêmement compliqué. Chacun tente de trouver des solutions pour abattre l'ennemi, jets de briques, de pétards ou d'objets divers et variés. Il faut attendre le 5 octobre 1914 pour voir le mécanicien Louis Queneau abattre un avion allemand avec une mitrailleuse. La chasse est née. Les ennemis n'auront de cesse d'améliorer les techniques et les matériels pour gagner la suprématie du ciel. À l'escadrille, entre deux vols, les jeunes pilotes partagent leur expérience et racontent leur combat. Ils posent devant les journalistes et deviennent des héros aux yeux de l'opinion publique et des poilus. La camaraderie au sein de cette toute nouvelle arme est très forte. Les rapports entre pilotes et personnel au sol sont souvent intimes. Il n'est pas rare d'apercevoir un mécano aux abords de la piste, le regard inquiet, dans l'attente de voir revenir son pilote. Fin 1915, les Allemands aux commandes de leurs Fokker ont la suprématie aérienne. Les vols d'observation sont de plus en plus dangereux. Il faut attendre 1916 pour que les Alliés soient à nouveau les maîtres du ciel, à l'image de Jean Navarre, qui nettoie le ciel de Verdun lors de la bataille, sous le regard des poilus qui le vénèrent.
Le rôle des chasseurs devient de plus en plus important. Escorte de bombardiers, destruction de ballons d'observation, mitraillage au sol. La guerre a véritablement changé de visage. Les pilotes s'emploient à créer la chasse moderne, avec des techniques qui sont encore aujourd'hui à la base du combat aérien. C'est dans ce contexte d'effervescence continue que se présente en avril 1917 le jeune René Fonck au groupe de combat 12. Le jeune sous-lieutenant a déjà fait parler de lui, en forçant notamment un avion de reconnaissance allemand à atterrir dans les lignes alliées. Le 30 septembre 1917, il abat près de Dunkerque le pilote allemand Kurt Zisman, vainqueur quelques jours plus tôt de Georges Guynemer. Pour ce faire, René Fonck met au point une tactique basée sur la surprise. Il faut savoir que René Fonck avait une acuité visuelle très importante, et ça en faisait un pilote hors pair pour l'époque. Il faut savoir que sa tactique qu'il a mise au point lui-même fait encore école de nos jours dans la chasse française. Sa tactique était telle qu'il volait très haut, le plus haut possible, et grâce à son acuité, pouvait voir son ennemi, sa proie, qui pouvait se trouver 2000 mètres plus bas, et pouvoir se fondre sur elle à une rapidité très, très importante, en faisant l'effet de surprise, et ainsi la battre facilement. De plus, il essayait toujours d'avoir le soleil dans le dos, de façon à éblouir son ennemi pour qu'il puisse voir d'où il venait. Donc il faisait un plus également. Tout cela avec un sang-froid et une méthodologie qui faisait la race des héros de l'époque. Il faut savoir que René Fonck, tout le long de ce conflit, n'a jamais été touché par une seule balle ennemie. Nos avions atteignent quelquefois 300 km/h, ce qui donne une moyenne de 85 mètres à la seconde. Il faut faire feu à une distance de 100 à 200 mètres. Le tireur n'a donc que quelques secondes de tir utiles à sa disposition. Le pilote René Fonck devient jour après jour de plus en plus populaire. On lit ses exploits dans la presse, notamment ce 9 mai 1918, où il va abattre jusqu'à 6 appareils ennemis en une seule journée. Nous sommes le 9 mai 1918. Fonck vole avec deux de ses camarades à plus de 4000 mètres d'altitude. Soudain, à 2000 mètres plus bas, il aperçoit 3 points noirs, 3 rampleurs. Il analyse la situation très vite, il se rend compte qu'il a le soleil dans le dos, ses ennemis sont éblouis, l'effet de surprise peut être total. D'un signe d'aile, il fait signe à ses camarades qui foncent. Ils foncent sur leur proie, avec sa tactique habituelle, il tire sur le premier, il tombe aussitôt. Les deux autres font un virage brusque sur les côtés, il poursuit le deuxième, et d'une rafale supplémentaire, il le fait tomber également, pendant que ses camarades poursuivent le troisième. Il est 16 heures. Le combat n'avait duré que 45 secondes. Les 3 appareils furent retrouvés, groupés dans un périmètre de 400 mètres. Me voyant en train de virer, ce dernier me crut hors d'état de le poursuivre. Erreur qui causa sa perte. En une seconde, j'étais sur lui, en position de tir. À 16h02, René Fonck se posait sur le terrain d'aviation. Quelques minutes plus tard, il était au téléphone avec le général Debenay, commandant la première armée, qui tenait à le féliciter en personne. À 17h30, il remontait dans son appareil, après avoir fait le plein. À 18h20, à travers les nuages, il aperçoit soudain un avion d'observation. Il fonce à travers les nuages, il tire une rafale, et il tombe en flammes. C'est sa 4e victoire. Il reprend aussitôt de l'altitude, et se rend compte qu'il a perdu ses camarades. Mais ce n'est pas sans lui déplaire, il adore évoluer tout seul, sans pouvoir se soucier de la vie de ses camarades. Il est 18h55. René Fonck est crédité de 4 victoires. Soudain, le ciel se charge de croix noires. Le pilote hésite. Seul, contre 9 appareils. Remonté à 6000 mètres, j'aperçois soudain 4 Fokker en formation en losange, et 5 albatros à damier au-dessus d'eux, en protection. Seul contre 9, ma situation devenait périlleuse, et le désir de parfaire ma performance l'emporta. Ils sont en vitesse de croisière, 150 km/h. Mon plan d'attaque est vite fait. De mon altitude, je pique à plus de 240 à l'heure, me glisse entre les 2 escadrilles, fonce sur le Fokker de queue tout en surveillant les albatros. À 30 mètres, lui décoche une salve, je le vois aussitôt tomber. Averti par le crépitement de ma mitrailleuse, les 2 Allemands de côté virent sur moi. Mais à ma vitesse de 68 mètres secondes, je passe au milieu d'eux et suis déjà sur le chef de patrouille. 8 secondes et 2e rafale. Il tombe à son tour. Les albatros plongent pour me poursuivre, mais avec la surprise de ma hardiesse et ma vitesse, je fus rapidement hors d'atteinte.
et rentrer à mon terrain. Je ne peux décrire la réception qui m'attendait. Des ovations sans fin. Et fut même porté en triomphe. Et les tabourets du bar en virent de belles. À 20h, mon sextuple succès était homologué. Pour cet exploit, il aura les honneurs de ses pairs et recevra même la croix d'officier de la Légion d'honneur. Et même Clémenceau, à l'époque président du Conseil, l'appellera et lui dira « Mon garçon, si tu ne sais pas quoi faire plus tard, viens me voir. » Quelques mois après, l'as français réitère son exploit en abattant à nouveau 6 aéronefs allemands dans le ciel de France. 26 septembre 1918, effectivement, Fonck va réaliser son deuxième exploit et son deuxième sextuple. Le matin, le scénario est quasiment le même, il abat 3 appareils. Le ciel se couvrant, il rentre à la base et ne redécolle qu'en fin de journée, accompagné de 3 camarades. Il patrouille à plus de 4000 mètres d'altitude quand il tombe face à face avec 8 Fokker D7. C'est les tout derniers appareils de chez Fokker, des Allemands, et qui est quasiment supérieur au Spad 13 que Fonck pilote. Fonck hésite à attaquer. Il aperçoit soudain de C-20 qui arrive, le capitaine de C-20 fait partie de l'escadrille des Cigognes de l'ASPA 26, donc du même groupe de combat 12. Il se dit, avec ce soutien, on va pouvoir attaquer. C'est ce qu'ils font, ils foncent sur les Fokker. Les deux C-20 a une panne de moteur, et ils commencent à perdre de l'altitude. 2 Fokker le poursuivent, et Fonck fonce dessous, et arrive à les abattre, tous les deux. Il reprend le combat, et d'un seul coup, un soutien, voilà 5 Albatros qui viennent en surplus. De là, 11 appareils allemands contre 4 appareils français. Le surnombre est trop important, mais les Albatros arrivant à toute vitesse font qu'on en a un en face de lui, il tire et il l'abat. C'est sa 6e victoire de la journée. Voyant la suprématie des Allemands, 11 Allemands contre les 4 appareils français, il décide de rompre le combat et fait signe à ses camarades de rentrer. Fonck dira lui-même, malgré le froid qui règne à cette altitude, il était trempé de sueur. Il était 18h20, il venait d'abattre son 6e appareil. La guerre s'achève sur une nouvelle ère. Les avions de 1918 n'ont plus grand-chose à voir avec leurs aînés de 1914. L'aviation rentre dans une nouvelle phase de recherche et d'expérimentation. La plupart des as de la Grande Guerre sont morts, à l'image de Manfred von Richthofen, qui s'écrase en avril 1918, touché à mort. Ils ont ouvert le chemin à de nombreuses vocations, qui auront tout le loisir d'exprimer leur talent au cours des nombreux conflits que connaîtra et que connaît le monde. Les chevaliers du ciel n'en ont pas fini.